Bonjour à tous et bienvenue pour la série de TD numéro 4 en électromagnétisme. C'est la deuxième série sur le sujet induction électromagnétique. Donc on va aborder deux exercices. L'un fondamental, on va revoir les choses essentielles sur l'induction. Et puis un deuxième, son intérêt et pratique et essentiel. Bon, voilà pour l'exercice 1. On va s'intéresser au mouvement d'un cadre, donc une spire rectangulaire, qu'on va lâcher avec une certaine vitesse initiale V0 dans une région où existe un champ magnétique. Donc le champ existe uniquement dans la région hachurée. Ensuite, on va étudier le mouvement de ce cadre. On va le séparer en trois phases. Première phase, pendant qu'elle pénètre dans la région où il existe le champ. Au moment où il se déplace complètement dans la région où vous avez un champ magnétique B. Et troisième phase, au moment où il quitte la région où il existe un champ magnétique B. Dans chaque cas, on va déterminer le flux, force électromotrice induite, courant induit et étudier la nature du mouvement du cadre dans les trois phases. Pour le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle un pince ampère-métrique. Donc ça existe dans le commerce. Donc c'est un appareil qui vous permet de mesurer un courant sans faire de contact. On veut mesurer un courant I qui circule dans un fil, souvent un courant très fort. On l'entoure par cette pince ampère-métrique et par la lecture du courant induit, on va voir qu'on sera capable de déterminer le courant principal. Donc c'est une application directe de l'induction électromagnétique. Donc voilà les deux exercices que je vous propose. Et bien sûr, à chaque fois, on va rappeler tout ce qui est important concernant l'induction électromagnétique. Bien, commençons par le premier exercice. Donc, cadre partiellement émergé dans la zone où existe un champ magnétique, c'est-à-dire dans la première phase. Donc, au départ, le cadre était sur la position x égale à 0. On va l'envoyer avec une vitesse, on va lui donner une vitesse initiale V0 et on va voir quel sera le mouvement du cadre pendant qu'elle pénètre dans la région où il existe le champ magnétique B. Première question, est-ce qu'on peut déterminer le sens du courant induit sans faire aucun calcul? Bien sûr, oui, en faisant appel à la loi de Lenz. Donc, première chose, on va orienter notre circuit. Donc, je l'oriente suivant A vers B. Comme ça, la normale, elle est sortante. Bon, cet axe, je l'appelle X, Y. Et au Z, c'est un vecteur qui est sortant. Donc la normale est suivant au Z. Donc pour déterminer le sens du courant induit, toujours la même question, est-ce que le flux augmente ou bien il diminue? Donc vous voyez bien que pendant que le cadre pénètre dans la région où il existe le champ magnétique B, avec cette orientation-là, le flux il augmente, parce que la DS va être dans le sens de B. Si le flux augmente, le courant induit doit s'opposer à cette augmentation. Donc il doit créer un courant dans le sens opposé à celui indiqué sur la figure. Comme ça, le flux induit par ce courant induit va être négatif et donc il va compenser l'augmentation du flux. Bien, après, on va le déterminer par calcul. Vous avez une autre façon de déterminer le sens du courant induit, c'est de déterminer le champ électromoteur. Je vous laisse le soin de le déterminer à partir du champ électromoteur. Connaissant la direction du champ électromoteur, vous allez déterminer le sens de déplacement des électrons et par conséquent le sens du courant induit. Deuxième question, on veut déterminer la force électromotrice toujours par les deux méthodes, soit par la variation de flux, soit par la circulation du champ électromoteur. On va commencer par la première méthode. Quelle sera la force électromotrice en utilisant la variation de flux? Donc je vais calculer d'abord le flux de B pendant que le cadre pénètre dans la région où il existe le champ magnétique B. Donc le flux de B, là on est dans le cas, quel cas? On est dans le cas où B est constant. Donc le flux, c'est l'intégrale de B d de S. Mais quand B est constant, faites très attention, je n'ai pas le droit d'écrire le flux est égal à B fois S si et seulement si le champ il est constant. Donc là, le champ est constant, l'angle entre BD de S est constant. Donc le flux de BD de S, c'est tout simplement B fois la surface balayée pendant que le cadre se déplace. Et cette surface, c'est côté largeur fois hauteur, largeur fois
longueur, bien sûr, donc x fois A, donc B est égal à A fois x. Donc la force électromotrice se déduit tout de suite, c'est moins la dérivée de flux par rapport au temps. Quel est le terme qui varie avec le temps? C'est x. Donc c'est moins BA d de x sur d de t n'est autre que la vitesse avec laquelle le cadre se déplace dans la région où existe le champ magnétique B. Maintenant, à partir du champ électromoteur, on est dans quel cas? On est dans le cas de Lorentz, c'est-à-dire circuit mobile dans un champ statique. Donc le champ électromoteur, c'est V vectoriel B. Vous indiquez la direction de V, bien sûr, il est suivant l'axe des X, et puis B, il est suivant EZ. Donc EX vectoriel EZ, c'est moins EY, donc le champ est dirigé suivant moins EY. Bien, donc vous voyez bien que la direction du champ est suivant moins EY, donc les électrons vont se déplacer de A vers B, et donc le courant induit va se déplacer de B vers A, donc dans le sens inverse à celui indiqué sur la figure. Bien. Maintenant, on va déterminer la circulation de ce champ électromoteur sur le côté ABCD. Bien, on commence sur le côté AB. Vous avez D de L, c'est D de Y suivant EY. Donc, la circulation est non nulle. Maintenant, sur BC. Donc, vous avez D de L sur BC, c'est D de X suivant EX. EX suivant moins EX, mais peu importe. EX scalaire EY égale à 0. Donc, la même chose sur DA. Et à l'extérieur, de toute façon, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, le champ électromoteur, il est nul. Donc, il vous reste juste la circulation entre A et B. Et entre A et B, D de L, c'est D de Y suivant EY. EY scalaire EY est égal à 1. Donc, il reste moins V fois B multiplié par D de Y. J'intègre entre A et B. L'intégrale D de Y, ça vous donne petit a, la longueur de AB. Et je retrouve bien la même force électromotrice que j'ai calculée à partir de la loi de Faraday. Troisième question, toujours dans la première phase, déterminer la force de la place appliquée au cadre. Bien sûr, on va voir quand le cadre se déplace, il y aura une force de frottement qui va freiner le mouvement du cadre. La force de la place, par définition, puisque le cadre est parcouru par un courant I, placé dans un champ magnétique, donc automatiquement vous aurez une force de la place qui est égale à I d de L vectoriel B. On va essayer de calculer cette force sur le côté AB, sur le côté BC, CT et DA. Commençons par le côté AB. Donc le côté AB, vous avez D de L, c'est D de Y suivant EY. Et B, c'est B suivant EZ. Donc j'intègre, donc B est constant. Donc ça sera I fois B, l'intégrale D de Y. Et l'intégrale D de Y, c'est petit a. Et EY vectoriel EZ, c'est EX. Donc vous voyez bien que cette force est dirigée suivant EX. Mais faites attention, on verra que en fait elle est suivant moins EX. Pourquoi? Parce que le courant il est négatif. Parce qu'on a dit que le courant circule dans le sens inverse à celui choisi sur la figure 1. Donc, comme le courant qu'on va calculer est négatif, donc la force est une force de frottement. Bon, sur le côté BC et DA, la somme des forces est nulle parce que sur le côté BC, vous allez avoir une force suivant plus EY et sur le côté DA, la même force mais suivant moins EY. Donc, la somme des forces, la résultante des deux forces qui s'exercent sur le côté BC et DA est nulle. Et sur le côté CD, bien sûr, la force est nulle puisque le champ magnétique il est nul. Donc la seule force qui s'exerce, c'est sur le côté AB. Et donc cette force est égale à IAB fois EX. Très bien. Donc voilà, on a déterminé les forces qui s'exercent, on a déterminé le courant induit. Maintenant, on va passer aux équations mécaniques et aux équations électriques. Ça veut dire, on va étudier le mouvement de la barre dans le champ magnétique B. Donc pour cela, donc, on va établir les équations mécaniques et les équations électriques. Donc, je suis dans le cas d'un score en translation, donc principe fondamental de la dynamique. La somme des forces est égale à m gamma. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le cadre? Bien sûr, il y a la force de la place qu'on vient de calculer. Et il y a bien sûr le poids, puisque le cadre a une masse m. Donc, Gp plus la force de la place égale à m gamma. Je projette cette équation sur l'axe des x et le poids c'est suivant plus Ex, la force suivant plus Ex et m gamma c'est d de v sur d de t.
L'équation électrique équivalente, je vous rappelle que toujours on met le schéma équivalent, le courant dans le sens qu'on a choisi, la force électromotrice dans la direction du courant, j'applique la loi d'Ohm, vous avez E égale à RI. Et la force électromotrice, on l'a calculée dans la première question, et vous voyez bien qu'on a trouvé effectivement un courant qui est négatif. Bien, donc on manipule, en utilisant maintenant l'équation électrique et l'équation mécanique, on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. C'est-à-dire il suffit de remplacer dans l'équation mécanique le courant par sa valeur. Et vous avez une équation différentielle vérifiée par la vitesse. En divisant le tout par m, j'obtiens l'équation simple d de v sur d de t plus v sur tau avec tau, c'est m fois r divisé par ab au carré. C'est un temps de relaxation. Et donc, vous avez une équation au dérivé, équation de premier ordre avec second membre. Je pense que tout le monde sait comment résoudre cette équation. Donc, c'est comme le circuit RL en fait. Donc, résoudre cette équation et donner l'expression de V en fonction du temps. Bon, la résolution, bien sûr, de cette équation, c'est solution particulière de l'équation générale plus solution générale de l'équation sans second membre. Pour déterminer la solution particulière, on prend une constante. Si V est égal à une constante, la dérivée de V par rapport au temps égale à 0. Il vous reste V est égal à G fois tau. Donc, G fois tau, c'est une solution particulière. Solution sans second membre, ça devient d de v sur d de t plus v sur tau égale à 0. Donc d de v sur v est égal à moins d de t sur tau. Vous intégrez et l'intégrale de ça, ça vous donne v est égal à une constante fois exponentielle moins t sur tau. Donc la solution générale, c'est g fois tau plus c exponentielle moins t sur tau. Pour déterminer la constante, on va utiliser les conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales? À t égale à 0, la vitesse est t égale à V0. Donc je remplace T par 0, V par V0, et je détermine C qui est égal à V0 moins G fois tau. Je remplace dans cette équation, et j'arrive enfin à l'expression de la vitesse en fonction du temps. Vous vérifiez bien, si T égale à 0, ça vous donne V0. Donc voilà comment va évoluer la vitesse en fonction du temps pendant la première phase. Donc vous voyez bien que si T tend vers l'infini, mais bien sûr, ici, T, on ne peut pas faire tendre vers l'infini parce qu'en quelques secondes, le solide va passer dans la deuxième phase. Bien, justement, cette deuxième phase. Donc, la deuxième phase, maintenant, on va noter l'instant T1, c'est l'instant où le cadre pénètre complètement dans la région 2. Et ça, c'est ça. Et la vitesse, en ce point, on va la noter V1. Donc, je peux le déterminer à partir. Donc, si V est égal à V1, T est égal à T1. Donc, T1, c'est l'instant où le cadre il rentre complètement dans la région où il existe le champ magnétique P. Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième phase? Donc, quel sera le flux de B dans cette deuxième phase? C'est-à-dire pendant que le cadre se déplace uniquement dans la région où il existe le champ. Quel est le flux de B à travers le cadre? On a un champ magnétique qui est constant. La surface du cadre, c'est A carré. Donc, à chaque instant, la surface balayée, la surface où vous avez un champ qui existe, c'est A carré. Donc, le flux, il est constant. À chaque instant, le flux, c'est B A carré. Et puisque le flux il est constant, la force électromotrice, d'après la loi de Faraday, elle est nulle. Donc, dans ce cas-là, le courant induit, il est nul, et par conséquent, la force de la place, elle est nulle. Donc, pendant cette deuxième phase, le cadre va être soumis uniquement à son poids. Autrement dit, on a un mouvement de chute libre. Donc, équation mécanique, P est égal à M gamma. Ça veut dire V est égal à G fois T plus une constante. Bon, on peut déterminer la constante par, comme on a dit tout à l'heure, l'instant T1, c'est l'instant où le cadre est complètement pénétré dans la région où existe le champ. La vitesse, c'est V1. Ben, on peut le laisser comme ça. V1 est égal à G fois T1 plus une constante, C. Bien, donc voilà, la constante, c'est V1 moins G fois T1, en remplaçant dans l'équation de tout à l'heure. Et voilà l'expression de la vitesse. Donc, c'est un mouvement de chute libre. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la troisième phase? C'est-à-dire le moment où le cadre va quitter la région où existe un champ magnétique B. Eh bien, on va voir que ça sera l'inverse de tout ce qui s'est passé dans la première phase.
Parce que dans ce cas-là maintenant, posez-vous la question, est-ce que le flux augmente ou bien il diminue? Donc vous voyez bien que au fur et à mesure que le cadre quitte la région où existe le champ magnétique B, la surface, le flux va diminuer. Donc le courant induit va compenser la diminution. Donc elle va être dans le sens à celui indiqué sur la figure. Autrement dit, le courant induit dans ce cas-là, il est positif. Bien. Calculons, donc le courant induit va être positif. Donc pour calculer la force électromotrice, on va utiliser par exemple le champ de Lorentz, c'est le plus simple. Donc le champ de Lorentz, c'est toujours V vectoriel B qui est égal à moins VB suivant EY. Maintenant, dans quel cas la circulation sera nulle? Suivant AB, bien sûr, le champ il est nul parce que le champ il est nul. Sur BC et CD, vous avez D de L est perpendiculaire à EY, donc la circulation elle est nulle. Donc il va rester uniquement la circulation suivant CD. Il faut remarquer sur CD, quand je vais de C vers D, D de L, ce sera moins D de Y suivant Y. Il faut faire attention. Et moins D de Y suivant Y, multiplié par moins V fois B suivant Y, ça va vous donner plus V fois B fois D de Y. Et vous voyez bien que je retrouve dans ce cas-là une force électromotrice positive. Donc, circuit équivalent, toujours, j'oriente le circuit dans le sens choisi sur la figure, force électromotrice dans le sens du courant induit, j'applique la loi d'Ohm et je trouve E égale à RI, et donc effectivement, j'ai un courant qui est positif. Donc le sens, je l'ai déjà prévu en utilisant uniquement la loi de Lenz. Bien, maintenant, cette surface-là, je peux la paramétrer pour montrer que la surface diminue, la surface balayée par le champ diminue en fonction pendant que x augmente. Je vais paramétrer ce côté-là par une distance x. La longueur où existe le champ, je peux l'appeler x. Et cette surface-là, ce sera quoi? Ce sera A, facteur de L moins x. Et vous voyez bien que si x augmente, cette surface diminue. Donc c'est le paramétrage, le meilleur paramétrage qui permet de montrer que la surface diminue. Vous pouvez utiliser cette surface, calculer le flux et retrouver la force électromotrice par la loi de Faraday. Donc voilà en définitive comment varie le flux en fonction du temps. Donc au départ, bien sûr, il augmente au fur et à mesure que x augmente. Deuxième phase, le flux il est constant. Et troisième phase, le flux diminue jusqu'à tendre vers 0. Donc voilà pour le premier exercice. Passons au deuxième. Donc je rappelle les données du deuxième. Donc vous avez un courant très sinusoïdal qui traverse ce fil infini, qu'on va supposer son amplitude elle est très grande, qu'on ne peut pas mesurer par un ampèremètre usuel. Donc on va essayer de mesurer plutôt le courant induit à travers un tore à spire carré. Le tore il entoure le fil. C'est pourquoi on l'appelle pince. Donc le but, première question, essayer de déterminer le courant induit dans le tore par ce champ magnétique créé par le fil infini. D'accord? Donc là, mais on va déterminer en fait ici, on va tenir compte de propre induction. Donc, d'accord? Donc dans le champ magnétique à l'intérieur du tore, donc voilà, je reprends. Donc vous avez un fil infini parcouru par un courant variable. Ce courant variable va créer un champ magnétique variable qui est suivant Oθ partout. Donc le tore, je suis dans le cas d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable, il y aura création d'un courant induit. Donc ce courant induit lui-même va créer un champ magnétique à l'intérieur du tore. Donc ce qu'on va déterminer dans ce cas-là, c'est le champ magnétique total créé et par le courant principal et par le courant induit. D'accord? Autrement dit, dans cet exercice, on ne va pas négliger le champ magnétique créé par les courants induits. Bien, donc c'est comme si on vous dit, voilà, vous avez un fil infini parcouru par un courant grand I et un tore parcouru par un courant petit i. Mais en fait, ce courant petit i, c'est le courant créé dans le tore par induction suite à la variation du courant principal en fonction du temps. Et là, vous avez encore besoin de la symétrie et des invariances. C'est pourquoi j'insiste toujours pour les étudiants qui font l'électromagnétisme, s'ils ont des lacunes, il faut absolument revoir le cours sur la magnétostatique, tout ce qui concerne la symétrie et le calcul de champ magnétique. Bien,
Donc la symétrie, vous voyez bien ici clairement que le plan ER, EZ, c'est un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant Eθ. Là, il n'y a pas de problème. Les invariances. Quelles sont les invariances qu'on a dans ce cas? Rappelez-vous, dans le fil infini, on dit toujours invariance par translation suivant l'axe Z et par rotation. Est-ce que dans ce cas-là, on a une invariance par rotation? Oui, bien sûr, si vous prenez ce système, ou bien si vous êtes à une distance fixe et vous tournez ce système autour de l'axe Z, le système reste identique à lui-même. Donc il n'y a pas de problème, on a une invariance par rotation autour de l'axe Z. A-t-on une invariance par translation sur l'axe Z? Bien sûr, non dans ce cas-là. Pourquoi? Je suis là, c'est pas la même chose que je suis là. Donc je fais une translation sur l'axe Z. Là, je suis à l'extérieur du tore, là, je suis à l'intérieur. Donc complètement, deux systèmes complètement différents. Donc le champ a priori va dépendre de R et de Z. Donc la seule invariance, c'est θ. Bien, si B est suivant à θ, pour calculer le champ magnétique B par le théorème d'Ampère, on n'a pas 30 000 solutions, on va prendre un cercle. Donc notez bien, on cherche le champ à l'intérieur du tore. Donc je prends un cercle de rayon petit r que j'oriente dans ce sens-là pour avoir la normale suivant l'axe, suivant le sens du courant I. Comme ça, je compte ce courant positif et on va déterminer combien de courants traverse ce contour gamma. À votre avis, combien de courants? Donc il y a bien sûr le courant I, mais il ne faut pas oublier toutes les spires qui créent un courant. Cette spire-là est courant 1I, celle-là elle est parcourue par un courant I, mais j'ai N spires. Donc en fait, j'ai pris le contour ici, au milieu. Voilà, j'ai fait un cercle ici à la main. Donc voilà mon contour gamma. Donc vous voyez quels sont les contours internes à gamma. Je vais orienter. Il y a ce courant I, et bien sûr il y a celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Vous avez N spires qui rentrent. Donc on va dire la circulation, toujours bien sûr, c'est B fois 2πr. B0 fois la somme du courant qui est I plus N fois I. Donc le champ total se calcule facilement, c'est μ0 I plus NI sur 2πr. Donc voilà le champ créé par le courant principal et le courant induit. Maintenant, on va déterminer la force électromotrice, le flux total à travers le tore. Donc on va calculer d'abord le flux à travers une seule spire. Je prends ici une spire carrée. On vous dit que la distance entre le centre et le fil c'est 3A sur 2. Sachant que cette distance c'est A, ça veut dire la distance entre là et là, c'est A sur 2. Autrement dit, la distance entre le cadre et le fil, c'est petit a. Donc le flux de B à travers cette surface, là il faut faire très attention, il ne faut pas écrire B fois S, parce que ici B n'est plus constant. B dépend de R. Donc je prends un élément de surface du cadre en coordonnées cylindriques, c'est D de R fois D de Z, fois D de Z, et puis j'intègre D de Z, l'intégrale D de Z, ça me donne petit a. Il me reste l'intégrale D de R sur R. R varie entre quoi et quoi? Entre petit a jusqu'à 2 fois A. Et cette intégrale me donne log de 2. Ensuite, le flux total, vous multipliez juste par le nombre total de spires qui est N. Bien, on a déterminé le flux total. C'est-à-dire là, il y a le flux propre et il y a le flux envoyé par le fil. Donc là, c'est vraiment le flux total. Il y a le flux propre créé par le courant induit à travers le circuit lui-même, et il y a le flux envoyé par le fil à travers le tore. Bien, maintenant pour la force électromotrice, c'est tout de suite la dérivée de flux, loi de Faraday. Quels sont les paramètres qui dépendent du temps? Il y a petit i et grand i. Donc, j'ai la force électromotrice en définitive. Et pour le courant induit est donné par la loi d'Ohm, bien sûr. Donc, petit i égale à E fois R. Donc la force électromotrice est égale à RI. Donc I est égal. Donc I, oui, bien sûr, c'est I qu'on va déterminer. Donc E égale à RI qui est égal à la force électromotrice. Maintenant, pour déterminer le rapport des amplitudes du courant induit et du courant principal, on va utiliser une notation que vous avez déjà certainement vue en courant alternatif, ce qu'on appelle la notation complexe, et sur lequel je vais revenir quand on va parler des ondes électromagnétiques. Bon, en bref, voilà la notation complexe, c'est quoi? Si vous avez une fonction sinusoïdale, vous pouvez le remplacer par un nombre complexe, dont la fonction, c'est la partie réelle. D'accord? Et J, c'est le I. Le nombre J carré, c'est moins 1. C'est le nombre complexe I. Dans la notation complexe, on en note J pour ne pas avoir confusion entre le courant
et le I du nombre complexe. Pourquoi on utilise la notation complexe? Tout simplement parce que tout ce qui est intégral et dérivé, ça se calcule très facilement. Si je veux calculer par exemple la dérivée de ce courant par rapport au temps, au lieu d'écrire moins oméga I sinus oméga t, en notation complexe, il devient uniquement J oméga fois I max exponentielle J oméga qui est I. Donc il me donne G oméga t fois I. C'est G oméga, pardon, il n'y a pas de t ici. Il n'y a pas de t, c'est G oméga. Donc vous voyez bien que la dérivée par rapport au temps se réduit à une multiplication par J oméga. Donc je reprends l'expression de tout à l'heure. Vous avez ici d de I sur d de t, je l'ai remplacé par J oméga fois I. Et d de petit i sur d de t, je l'ai remplacé par J oméga fois petit i. Donc je vais mettre petit i en facteur et je trouve en définitive le rapport des amplitudes complexes. Maintenant je passe au module. Le module de I sur le module de grand I. Donc là le module de J fois A c'est A, donc cette quantité. Là c'est la racine carrée de A carré plus B carré. Et voilà le rapport des amplitudes entre le courant induit et le courant principal. Dans l'énoncé, on nous dit que la résistance R est négligeable devant mu0 oméga AN carré, mu0 oméga AN carré. Donc je peux négliger R carré devant ce terme. Et si je néglige R carré, je peux simplifier par tout ce terme-là et il va vous rester une relation très simple. Petit i sur grand I est égal à sur grand N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le courant induit est égal au courant principal divisé par grand N. Qu'est-ce que ça signifie cette relation? Imaginons j'utilise un tore qui contient 10 puissance 4 spires. Si le courant principal était un corps énorme de l'ordre de 10 000 ampères, le courant induit sera uniquement de 1 ampère. Donc je peux le mesurer facilement par un ampère-mètre classique. Alors que 10 000 ampères, là, il n'y a pas d'ampère-mètre qui permet de mesurer ces forts courants. D'accord? Donc vous voyez bien l'intérêt de cette pince ampère-métrique. Ça permet de mesurer des courants très très forts qui, par induction, vont créer des courants faibles qu'on peut mesurer facilement par des ampères-mètres usuels. Donc voilà pour ces deux exercices de l'induction. Donc toujours, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir les nouveautés, commentez les vidéos et partagez-la avec vos amis. Merci et à bientôt pour la suite.